Ma petite amie m'a dit, on devrait rompre. J'ai répondu, très bien, faisons les choses dans les règles. Puis je l'ai bloquée, je me suis effacé pendant qu'elle courait après ce collègue qu'elle présentait comme une version, upgradée, de moi, et j'ai regardé comment un simple SMS d'anniversaire s'est transformé en un drame et une remise en question brutale qu'elle n'avait pas vu venir. J'ai 31 ans, je travaille dans la conformité réglementaire pour une compagnie d'assurance de taille moyenne à La Défense. Ce n'est pas glamour, mais c'est stable. J'habite dans un 2 pièces que je loue depuis 3 ans dans le 15e arrondissement. Je ne suis pas du genre m'as-tu vu. Je suis quelqu'un de constant. Je suis ponctuel. J'anticipe. Je ne joue pas aux devinettes. Ma petite amie, Céline, a 27 ans. Nous étions ensemble depuis un peu moins de 2 ans. Elle travaille dans le marketing pour une start-up de la French Tech. Très sociale, très soucieuse de son image, très consciente de qui la regarde et de ce qu'on pourrait penser d'elle. Quand on s'est rencontrés, elle aimait mon côté posé. Elle disait que je la rassurais. Elle disait que j'étais différent des garçons instables qu'elle fréquentait avant. J'ai pris ça pour un compliment. Avec le temps, ce compliment a commencé à ressembler à une critique déguisée. Il y a environ 4 mois, elle a commencé à beaucoup parler d'un nouveau collègue. Il s'appelle Thomas, il est directeur de création, porte des baskets de créateur en édition limitée, roule en BMW de fonction, et semble avoir un avis tranché sur absolument tout. Au début, c'était juste des potins de bureau classiques. Thomas a dit ceci. Thomas pense cela. Thomas a décroché tel contrat. Je m'en fichais. Les gens parlent de leur boulot. Puis la dynamique a changé. Elle a commencé à comparer. Pas directement au début, c'était des pics subtils. Thomas pense qu'il faut savoir prendre des risques. Thomas dit que ceux qui jouent la sécurité ne progressent jamais. Thomas reste au bureau jusqu'à minuit parce qu'il a la dalle. Un soir au restaurant, elle a lâché, certains hommes ont ce petit truc en plus, cette ambition. C'est attirant. J'ai demandé si elle parlait de quelqu'un en particulier. Elle a souri de cette manière pincée et un peu hautaine qu'elle adopte quand elle pense être maligne, si le chapeau te va, mets-le. C'était la première fois que je ressentais un pincement dans la poitrine qui n'était pas vraiment de la jalousie, mais plutôt un avertissement. On avance jusqu'à il y a 3 semaines. Nous étions chez elle. Elle rentrait d'un after-work avec son équipe. Elle était surexcitée, pas ivre, juste pleine d'adrénaline. Sortie de nulle part, elle a dit « On devrait peut-être rompre ». Pas d'introduction, pas de dispute, elle a balancé ça comme si elle suggérait de changer de restaurant. J'ai demandé pourquoi. Elle a haussé les épaules et a dit « On est peut-être plus au même niveau. J'ai peut-être besoin de quelqu'un qui me pousse davantage. » Puis elle a ajouté presque nonchalamment « Je pense que j'ai fait le tour de tout ça. » Pas « tout ça », elle voulait dire moi. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas supplié. Je l'ai juste regardé et j'ai dit « Très bien. Faisons les choses dans les règles. » Elle a eu l'air confuse, comme si elle s'attendait à une résistance. C'est à ce moment-là que tout a basculé. Quand j'ai dit « Faisons les choses dans les règles », elle a cligné des yeux comme si j'avais répondu dans une langue étrangère. Elle s'attendait à un débat ou au moins à une réaction émotionnelle qu'elle aurait pu interpréter comme de l'insécurité de ma part. Au lieu de cela, je lui ai posé des questions pratiques. « Tu es sûr ? » « Oui. » « Est-ce que c'est à cause de quelqu'un d'autre ?» Elle a hésité une demi-seconde, puis a dit « Pas exactement. » Cette réponse m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Alors, j'ai hoché la tête et j'ai dit « D'accord. Si on rompt, on le fait proprement. Pas de zone grise, pas de message tard le soir pour prendre des nouvelles, on ne reste pas à ses pieds sur les réseaux sociaux. On tourne la page définitivement. » Elle a ri. Un vrai rire. « Tu es trop dramatique. » J'ai répondu « Non, je suis rigoureux. » Je lui ai dit que si elle pensait avoir fait le tour de notre relation, je n'allais pas rester sur le pas de la porte à l'attendre, mais qu'on n'allait pas jouer au jeu du « un pied dedans, un pied dehors ». On n'allait pas faire cette rupture molle où on continue de s'envoyer des « bonjour » par SMS. Elle a levé les yeux au ciel en disant que je prenais ça trop au sérieux, qu'on pouvait rester amis, que les gens matures faisaient ça. Je lui ai demandé si elle comptait sortir avec ce collègue. Elle a croisé les bras et a dit, même si c'était le cas, ça ne te regarderait plus si on est séparés. C'est juste.
Alors, je me suis levé, j'ai pris ma veste et j'ai dit, alors rompons comme des adultes. À ce moment-là, son expression a légèrement changé, moins arrogante, plus prudente. Elle m'a demandé ce que je voulais dire. Je lui ai dit que j'allais bloquer son numéro, la supprimer de mes réseaux, pas par colère, mais par souci de clarté. Si elle veut explorer cette version améliorée, qui la rend si curieuse, elle peut le faire sans moi comme filet de sécurité émotionnelle. Elle a dit, tu n'as pas besoin d'être aussi extrême. Je lui ai répondu que je n'étais pas extrême, mais décidé. Elle a essayé d'adoucir le ton, peut-être qu'on a juste besoin d'air. Faire un break. J'ai secoué la tête. Un break, c'est ce que les gens font quand ils veulent tester quelqu'un d'autre tout en gardant leur place de parking. Soit on est ensemble, soit on ne l'est pas. Elle m'a fixé pendant un long moment puis a dit, très bien, rompons. Alors, j'ai sorti mon téléphone juste là, devant elle. J'ai bloqué son numéro, bloqué son Instagram, bloqué son TikTok, et je l'ai supprimé de notre playlist Spotify commune. Elle me regardait faire, attendant que je craque. Je ne l'ai pas fait. Puis j'ai dit, j'espère que tu trouveras ce que tu cherches. Et je suis parti. C'était la dernière fois que je la voyais en personne, du moins c'est ce que je pensais. La première semaine après la rupture a été calme, presque louche. Pas d'appels nocturnes, pas de longs paragraphes larmoyants venant de numéros inconnus, pas de messages subliminaux sur les réseaux parce que je m'étais déjà retiré de son public. Ce silence m'a appris deux choses. Premièrement, elle ne pensait pas que j'irais jusqu'au bout. Deuxièmement, elle était occupée. Un ami commun, Marc, m'a envoyé un message 3 jours plus tard pour me demander si c'était vraiment fini entre Céline et moi. J'ai dit oui. Il a répondu par un seul mot, waouh. Apparemment, elle était arrivée au bureau le lundi rayonnante, avec de nouvelles tenues, plus de maquillage, postant des stories sur les nouveaux départs et le fait de monter en gamme. Le sous-entendu était évident. Le vendredi, Marc m'a envoyé quelque chose que je n'avais pas demandé, mais que j'ai apprécié. Une capture d'écran de sa story Instagram publique avant que je ne bloque totalement l'accès via un navigateur. C'était elle et Thomas sur un rooftop parisien. La légende disait, l'énergie, c'est tout ce qui compte. Il avait son bras posé nonchalamment autour de sa taille. Pas intime, mais pas accidentel non plus. Je n'ai rien ressenti. Ni rage, ni jalousie, juste une confirmation. Ce n'était pas une rupture née d'une incompatibilité. C'était une manœuvre latérale qu'elle voulait faire sans culpabiliser. Le plus intéressant est arrivé ensuite. Environ 10 jours après la rupture, j'ai reçu une notification sur LinkedIn. Céline a consulté votre profil. Pas une demande de contact, pas un message, juste une consultation. J'ai ignoré. Puis quelques jours plus tard, elle a essayé de me suivre depuis un compte Instagram secondaire que je ne connaissais pas, avec 0 publication et 2 abonnés. Bloqué. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas cherché à la joindre. Je n'ai pas demandé aux amis communs ce qu'elle faisait. J'étais sérieux, rupture nette. D'après ce que j'ai compris indirectement, elle et Thomas étaient devenus inséparables. Déjeuner au resto, sortie de groupe, petite remarque sur l'ambition et l'alchimie. Elle jouait à fond son scénario de la montée en gamme. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que je n'avais aucune intention de concourir pour le rôle. Puis est arrivé mon anniversaire, et c'est là que l'histoire a pris un tournant qu'elle n'avait absolument pas prévu. Mon anniversaire tombait un mardi. Journée tranquille. J'avais posé un jour de congé. Je suis allé à la salle de sport le matin, j'ai déjeuné avec Marc. Rien d'extraordinaire. Je n'ai rien posté sur les réseaux. Vers 19h30, alors que j'étais chez moi devant un match, mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. Le message disait « Joyeux anniversaire. J'espère que tu as passé une bonne journée. » Pas de nom, pas d'émoji, juste ça. Je l'ai fixé pendant 5 secondes. Je savais exactement de qui il s'agissait. Je n'ai pas répondu. 10 minutes plus tard, un autre message du même numéro, je ne voulais pas que ça se termine comme ça. Toujours pas de nom. J'ai bloqué le numéro. Ça aurait dû s'arrêter là. Ça n'a pas été le cas. Le lendemain matin, Marc m'a appelé avant le boulot. Il avait l'air à la fois amusé et inquiet.
Il m'a demandé si j'avais eu des nouvelles de Céline. J'ai dit oui, qu'elle avait envoyé un SMS depuis un numéro inconnu et que je l'avais bloqué. Il y a eu un silence. Puis il a dit, eh bien, c'est gênant. Apparemment, Céline avait raconté partout qu'elle et Thomas voyaient où ça menait, mais de façon privée et mature. Elle présentait notre rupture comme une croissance mutuelle. Pas de drame, pas d'infidélité. Mais voici le détail croustillant, Thomas était chez elle mardi soir. Elle avait posté une story d'un gâteau avec des bougies. Pas de légende, juste le gâteau. Tout le monde a supposé que c'était pour lui. Ça ne l'était pas. C'était mon gâteau préféré, un fraisier. Marc m'a dit que Thomas avait fait une blague au bureau le mercredi matin sur la façon dont les ex-collants gâchent les anniversaires, ce qui signifiait qu'elle lui avait dit que je l'avais contacté. Ce que je n'avais pas fait. J'ai dit à Marc que je l'avais bloqué en quelques minutes. Il a ri et a dit, mec, elle a dit à Thomas que tu avais répondu que tu n'arrivais pas à tourner la page. C'est là que j'ai réalisé que le SMS d'anniversaire n'était pas de la nostalgie. C'était du contrôle de narration. Elle avait besoin d'une preuve que je la voulais encore. Je lui ai donné du silence à la place, et apparemment, ça a compliqué ses affaires parce que plus tard dans l'après-midi, j'ai reçu un email d'elle. Objet, peut-on se comporter en adulte? C'est là que le vrai psychodrame a commencé. L'email était long. Céline a un ton très spécifique quand elle veut paraître raisonnable tout en rejetant subtilement la faute sur les autres. Ça commence par « Je n'essaie pas de créer de problème », suivi de 3 paragraphes d'histoire révisée. Elle a écrit qu'elle avait appris que j'avais bloqué son message d'anniversaire immédiatement, que c'était inutile, qu'on devrait pouvoir se souhaiter le meilleur sans hostilité. Elle a ajouté que Thomas en avait entendu parler et que maintenant, les choses étaient bizarres au travail parce qu'on aurait dit qu'elle tenait encore plus à moi qu'elle ne le prétendait. On aurait dit. J'ai relu cette phrase 2 fois. Ce n'était pas une réconciliation qu'elle cherchait, c'était soigner son image. Elle a continué en disant qu'elle avait dit à Thomas que j'avais répondu chaleureusement mais que j'avais besoin d'espace. Elle a dit qu'elle avait fait ça pour protéger ma fierté, pour qu'il ne pense pas que j'étais aigri. Protéger ma fierté en mentant. Elle me demandait si je pouvais juste confirmer aux amis communs qu'on était en bons termes, qu'il n'y avait pas de malaise, parce qu'elle ne voulait pas que l'ambiance soit tendue lors des prochaines soirées. Voici ce qui est intéressant, si j'avais répondu avec émotion, elle aurait fait une capture d'écran. Si j'avais ignoré totalement, elle aurait continué à inventer l'histoire. Alors, j'ai répondu une seule fois, de façon concise. J'ai écrit, nous ne sommes pas en mauvais termes. Nous ne sommes juste plus en contact. Je n'ai pas répondu à ton SMS d'anniversaire. J'ai bloqué le numéro. Je te souhaite le meilleur. C'était tout. Pas d'accusation, pas de sarcasme, juste des faits. J'ai cliqué sur envoyer et j'ai archivé la discussion. 2 heures plus tard, Marc m'a encore texté. Apparemment, Céline était décomposée au bureau. Thomas avait découvert que je n'avais jamais répondu. Comment? Parce qu'une amie de Céline m'avait demandé directement par message si j'étais toujours accro, et j'avais dit non. J'avais mentionné le numéro bloqué avec désinvolture. Ce n'était pas dramatique, c'était juste la vérité. Cette vérité a circulé vite. À la fin de la semaine, le scénario de la montée en gamme s'effritait. Thomas n'appréciait pas du tout l'idée qu'elle contacte un ex pour son anniversaire et qu'elle invente ensuite une réponse. Et Céline, elle, ne s'attendait pas à ce que le silence soit plus éloquent que la jalousie. Mais ce n'était que le début, car elle n'avait pas fini de vouloir contrôler les apparences. Le lundi suivant, j'ai reçu un autre email. Celui-ci était plus court, plus sec. Céline écrivait que j'étais petit, que dire aux gens que je l'avais bloqué la faisait passer pour quelqu'un de désespéré, que j'aurais pu simplement dire qu'on s'était quitté à l'amiable. J'ai fixé l'écran un instant. Je n'avais pas dit qu'elle était désespérée. J'avais énoncé un fait quand on m'avait posé une question directe. Il y a une différence. Elle continuait en disant que Thomas remettait en question ses intentions et que je devais arrêter de me comporter comme un ex-blessé. Elle disait que mon silence était passif-agressif. Mon silence? C'est là que j'ai failli rire. J'ai répondu une dernière fois parce qu'à ce stade, je voulais que la clarté soit gravée dans le marbre. J'ai écrit, je n'ai rien sollicité. J'ai répondu honnêtement quand on m'a interrogé.
Si ta relation actuelle dépend de ce que je dis, ce n'est pas ma responsabilité. Pas d'insultes, pas d'émotions. Envoyé. Le soir même, la situation a dégénéré. Marc m'a appelé. Apparemment, Thomas avait eu une franche explication avec Céline au sujet du SMS. Il n'aimait pas qu'elle ait pris l'initiative du contact. Il aimait encore moins qu'elle ait menti sur la réponse. D'après ce que j'ai entendu, elle a essayé de présenter ça comme une volonté de tourner la page proprement, en disant qu'elle voulait juste s'assurer qu'il n'y avait pas de rancœur. Elle disait que j'étais extrême et que je l'avais bloquée par ego. Ça s'est retourné contre elle parce que plus elle me décrivait comme quelqu'un de dramatique, plus ça entrait en contradiction avec le fait que je ne l'avais pas contactée une seule fois depuis la rupture. Thomas lui a apparemment posé une question simple, s'il est si dramatique, pourquoi est-ce que c'est lui qui ne fait aucun bruit? Cette question est restée sans réponse. En milieu de semaine, Céline a envoyé un message à Marc pour lui demander si je parlais d'elle. Il m'a montré le message. Je ne le faisais pas. Je n'avais pas posté une seule chose sur la rupture. L'ironie était totale. Elle m'a largué. Elle a poursuivi le collègue qu'elle disait être mieux que moi. Elle m'a écrit en premier. Elle a menti sur ma réponse. Et maintenant, elle était furieuse que mon absence de réaction déstabilise son nouveau récit. Ce qui m'intrigue le plus, c'est ceci, si je m'étais battu pour elle, elle s'en serait servie comme preuve qu'elle avait bien fait de monter en gamme. Si je l'avais insultée, elle s'en serait servie comme preuve qu'elle avait échappé à une relation toxique. Au lieu de ça, je ne lui ai rien donné. Et c'est apparemment ce qui a causé le vrai problème. Mais ça ne s'est pas arrêté là car elle a décidé de monter d'un cran une dernière fois. Le vendredi soir, j'ai appris cette nouvelle tentative de la façon la plus indirecte qui soit. Ma sœur m'a appelé. Elle ne connaît pas bien Céline, elle l'a vue peut-être 3 fois. Alors quand elle m'a demandé « Pourquoi ton ex me suit sur Instagram ?» J'ai presque ri. Céline lui avait envoyé une demande d'abonnement, puis un message. Ce n'était pas hostile, c'était subtil. Elle disait à ma sœur qu'elle espérait que j'allais bien, qu'elle craignait que je ne m'isole, qu'elle ne voulait pas qu'il y ait de tension entre les familles. Entre les familles. On était ensemble depuis 2 ans, on n'était pas mariés. Ma sœur m'a demandé si j'étais en train de sombrer. J'ai dit non. Elle a répondu, alors pourquoi elle fait comme si c'était le cas? Bonne question. Le soir même, Marc m'a transféré une capture d'écran venant de quelqu'un du bureau de Céline. Apparemment, Thomas avait pris ses distances. Rien de spectaculaire, juste moins d'enthousiasme, plus d'effusion publique, plus de soirées en rooftop. Parce que voilà le truc, si quelqu'un quitte une relation stable en disant qu'il a fait le tour, la nouvelle personne veut se sentir comme un choix évident, pas comme un pansement, pas comme un test, et certainement pas comme quelqu'un en compétition avec un fantôme. Céline avait essayé de prouver à Thomas que je la voulais encore. Quand ça a échoué, elle a essayé de prouver aux autres qu'elle était au-dessus de tout ça. Quand ça s'est fissuré, elle a pivoté pour me faire passer pour quelqu'un d'instable émotionnellement. Le problème, c'est qu'il n'y avait aucune preuve. Pas de SMS furieux, pas de messages subliminaux, pas d'appel en étant ivre. Juste un numéro bloqué et une sortie propre. Le dimanche, elle a encore envoyé un email. Cette fois, le ton était différent, moins défensif, plus interrogatif. Elle a écrit « Est-ce que tu es vraiment d'accord avec la façon dont ça s'est fini ?» Cette ligne m'a tout dit. Elle s'attendait à du chaos. Elle s'attendait à ce que je reste en orbite autour d'elle. Elle s'attendait à des résidus émotionnels. Au lieu de ça, elle a eu de l'absence. Et l'absence ne flatte l'ego de personne. Je n'ai pas répondu. Mais la semaine suivante, elle a fait un dernier mouvement qui m'a forcé à réagir. Et c'est là qu'elle a pris la claque de réalité qu'elle n'avait pas vu venir. Ce dernier acte s'est passé au travail. Pas le mien, le sien. Marc m'a appelé en milieu de semaine, on aurait dit qu'il se retenait de rire. Apparemment, Céline avait montré à Thomas ma réponse par email, la plus courte, la plus factuelle. Elle l'avait présentée comme froide et détachée. Elle disait que ça prouvait que j'avais toujours été distant. Thomas l'a lué, au lieu de réagir comme elle l'espérait, il lui a demandé pourquoi elle continuait à m'envoyer des emails. Cette question a tout déclenché. D'après ce que j'ai su, il lui a fait remarquer que si elle croyait vraiment m'avoir dépassé,
elle n'aurait pas besoin d'être rassurée par moi. Elle n'aurait pas besoin de gérer le récit. Elle n'aurait pas besoin de validation pour savoir si je souffrais encore. Céline a apparemment rétorqué qu'il ne comprenait pas les relations de longue durée, qu'elle voulait juste boucler les derniers dossiers. Boucler les dossiers. Cette phrase m'est revenue 2 jours plus tard quand j'ai reçu une demande de message sur LinkedIn. Pas de Céline, de Thomas. Ce n'était pas agressif. Ce n'était pas menaçant. C'était simple, salut, je pense qu'il y a eu des malentendus. Je voulais juste confirmer un truc directement. Je l'ai fixé un moment. Je n'avais aucune envie de rentrer dans un triangle amoureux dramatique, mais je n'avais pas non plus envie d'être un accessoire silencieux dans le scénario qu'elle construisait. Alors j'ai répondu brièvement. Il m'a demandé si j'avais essayé de recontacter Céline après la rupture. J'ai dit non. Je l'ai bloquée le soir où on a rompu. Elle m'a contacté une fois pour mon anniversaire via un numéro inconnu. J'ai bloqué ça aussi. C'est tout. Il m'a remercié. C'était tout l'échange. Pas de critique, pas de déballage, pas de commentaires superflus. 2 adultes clarifiant des faits. Le lendemain, Marc m'a dit que Thomas avait officiellement mis fin à leur histoire. Pas de drame, juste de la distance, plus rien de public, plus d'intensité. Et Céline. Apparemment, elle ne comprenait pas comment tout était devenu si compliqué. Mais de là où je suis, c'est en fait assez simple. Elle voulait des options sans conséquence. Et maintenant, elle apprend ce que signifie vraiment le « sans contact ». Il reste une dernière pièce à cette histoire. Elle s'est déroulée lors de l'anniversaire d'un ami commun. J'ai hésité à y aller, non pas parce que je l'évitais, mais parce que je n'avais vraiment pas envie de participer à une quelconque tension résiduelle. Marc m'a convaincu. Il a dit que c'était un terrain neutre, que si je n'y allais pas, on dirait que je me cachais. Alors j'y suis allé. Quand je suis entré, elle était déjà là. Elle m'a vu immédiatement. Pendant une fraction de seconde, son visage a eu cette micro-expression, surprise, calcul, puis contenance. Elle est venue vers moi en moins de 5 minutes. Pas d'hostilité, pas de sarcasme, juste un petit « on peut se parler ?» On est sorti sur le balcon. Elle avait l'air différente. Pas physiquement, juste dégonflée. Elle a dit que Thomas avait officiellement arrêté de la voir. Elle a dit qu'il avait l'impression de mettre les pieds dans une histoire non résolue. Qu'il ne voulait pas être en compétition avec un homme qui n'était même pas présent. Puis elle m'a regardé et a demandé « Tu vas vraiment bien ?» Encore cette question. Je lui ai dit la vérité, oui. Pas parce que je m'en fichais, mais parce que j'ai accepté ce que tu m'as dit. Tu m'as dit que tu avais fait le tour de nous. Je t'ai cru. Elle a secoué la tête et a dit qu'elle ne pensait pas que je le prendrais au pied de la lettre. On y revenait encore. Elle ne s'attendait pas à une conséquence. Elle s'attendait à une négociation. Elle a dit qu'elle pensait que la rupture me réveillerait, que je deviendrais soudainement plus intense, plus ambitieux, plus proche de la version qu'elle imaginait que je pourrais être. Je lui ai dit une chose simple, si quelqu'un doit menacer de partir pour se sentir choisi, il ne cherche pas un partenaire. Il cherche un moyen de pression. Elle s'est tue. Puis elle m'a demandé s'il y avait une chance. Et pour la première fois, je n'ai pas ressenti d'intérêt. J'ai ressenti de la clarté. J'ai dit « non ». Pas avec colère, pas de façon dramatique, juste non. Parce que je ne me bats pas pour ma propre place dans la vie de quelqu'un. On est resté là quelques secondes, puis elle a dit « Je pensais vraiment que tu te battrais ». J'ai haussé les épaules, je l'ai fait. Je me suis juste battu pour ma propre paix à la place. Elle est retournée à l'intérieur. Je suis resté sur le balcon encore un peu. Ni triste, ni triomphant, juste conscient que parfois, la plus grande remise en question n'est pas un cri, c'est le silence.